11e édition de la foire exposition de Bamako. Le thème retenu est la relance économique du Mali. Le royaume du Maroc est l'invité d'honneur. Ibrahim Boubacar Keïta a coupé le ruban. Le bon coup du destin, Lassana Bachili, héros de l'épicerie cachère de Vincennes, est en train de le vivre. La France récompense sa bravoure. Elle vient de décider de le naturaliser citoyen français. Une cérémonie sera organisée à cet effet mardi prochain à Paris. Une nouvelle publication, Combattre l'impunité. L'ouvrage est signé de Maître Brahima Kone. Le livre de 70 pages est une corrélation entre les exigences de paix avec le besoin de justice des victimes. Le livre a été présenté aujourd'hui au public. Nous sommes jeudi 15 janvier, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a ouvert cet après-midi la 11e édition de la foire exposition internationale de Bamako. L'événement a pour invité d'honneur cette année le royaume du Maroc et il mobilise une vingtaine de pays d'Afrique et du monde installés dans près de 500 stands. Le thème retenu par les organisateurs est la relance économique du Mali. Ibrahim Traoré nous proposera son reportage au cours de ce journal. Et déjà, le président de la République qui était présent, qui a présidé l'ouverture officielle de cette 11e édition, Ibrahim Boubacar Keïta, a salué le professionnalisme de l'organisation, a saisi cette opportunité pour saluer encore une fois la dynamique coopération entre le Mali et le Royaume du Maroc. Il est au micro de Ibrahima Traoré. Dans ce pays, nous n'avons jamais eu un événement économique aussi bien organisé. Je voudrais en savoir gré à nos amis marocains. Le lieu pour moi de rendre un hommage vibrant à Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Dans la tradition d'amitié cultivée depuis son grand-père Mohamed V, poursuivi par son père Hassan II, et plongeant plus profondément encore dans le temps, cette amitié se poursuit et de la plus belle des façons. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui m'a satisfait totalement. J'ai vu un souci réel d'accompagnement. Pas de manière factice. Nos amis marocains auraient pu se contenter de nous donner des idées, mais de s'abstenir de reproduire chez nous ce qui est ambiant au Maroc. Et je puis l'attester, ce que j'ai vu ici est de la même facture que ce que j'ai vu à Meknès. C'est dire donc la considération. Quand on considère un ami, on le met à sa hauteur. Mais nos amis marocains ont fait plus. Ce qui a été fait ici engage désormais notre ensemble national au refus total de la médiocrité. Je le dis tout net, j'ai dit aux opérateurs économiques que l'on me convie à un événement économique qui ne serait pas frappé du souci de l'excellence, comme j'ai vu ici aujourd'hui. Il est très clair, je n'irai pas. Ce que j'ai vu ici est à hauteur de dignité du Mali, est à hauteur d'attente du Mali. Et en tout cas illustre de la manière la plus parfaite les relations multiséculaires entre ces deux pays et ces deux grands peuples. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur la famille chérifienne et couvre de sa grâce Sa Majesté Mohamed VI et sa famille et le peuple marocain. Je voudrais également que désormais nos hommes d'affaires comprennent qu'aujourd'hui est le temps de la qualité, le temps de l'excellence. J'ai écouté avec attention le président Maroutieni Konaté qui se débat, fait de la bonne besogne et essaie de tirer vers le haut notre monde d'affaires. Plaise à Dieu qu'il réussisse à convaincre ses pairs, des chambres consulaires, qu'aujourd'hui il n'y a pas le choix. Ou vous êtes dans le bateau de l'excellence, dans le train de l'excellence,
où vous êtes débarqués. Et alors là, définitivement, qu'à Dieu ne plaise que ce soit le cas du Mali. La série de présentations de vœux se poursuit aujourd'hui à Koulouba. L'année 2014 a été particulièrement difficile pour notre pays. C'est du moins le constat du doyen du corps diplomatique c'était à la faveur de la présentation des vœux au chef de l'État. Elle aura été marquée, selon le doyen du corps diplomatique, par une situation sécuritaire et économique instable. Le constat est d'ailleurs partagé par le chef de l'État qui s'est félicité de l'appui de nos partenaires pour aider notre pays à juguler la crise. Suivons la synthèse de Aloussene Touré. Le doyen du corps diplomatique, non moins ambassadeur de la Fédération de Russie, dresse un tableau assez sombre de la situation économique et sécuritaire de notre pays. L'année 2014 a été marquée par une instabilité au plan sécuritaire, l'apparition de la fièvre Ebola et les affaires de détournement qui ont failli écorner l'image de notre pays. L'accompagnement des partenaires techniques et financiers a permis cependant de tourner cette page et même de réussir des avancées significatives dans le processus de négociation. Le Mali a dû faire face à de multiples problèmes de divers ordres. L'instabilité, l'insécurité et les agissements terroristes au nord, les problèmes de réfugiés et de personnes déplacées, les droits de l'homme, les affaires de corruption, de nombreux soucis sur le plan humanitaire et social, et j'en passe. En dépit de ce fond défavorable, des progrès notables ont été enregistrés dans l'évolution de la situation grâce aux efforts inlassables que vous-même et le gouvernement malien ont déployés au courant de l'année 2014. Je pense avant tout au processus de négociation inclusive intermalienne qui ont commencé à Alger en juillet dernier avec l'appui de la médiation internationale conduite par l'Algérie. Des avancées importantes ont été réalisées depuis ces derniers mois pour arriver à un accord de paix dont le projet élaboré par la médiation semble constituer une bonne base pour la poursuite du travail des négociateurs afin de l'achever dans les brefs délais comme l'a souhaité d'ailleurs le Conseil de sécurité de l'ONU le 6 janvier dernier. La communauté internationale a été unanime, Monsieur le Président, dans le soutien du Mali et de son peuple dans leurs efforts pour recouvrer l'intégrité territoriale, l'unité, le caractère laïque et républicain de l'État malien. Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté à en finir avec cette crise et prend à témoin la communauté internationale quant aux menaces qui pèsent sur le processus. Nous avons des inquiétudes. Quand des mouvements se font aujourd'hui dans le Nord, des mouvements d'un genre que nous croyons vraiment définitivement réalisés, mouvement de rassemblement de grosses armées pour former une grande armada en route désormais vers le sud, nous nous posons la question pour savoir s'il y a volonté réelle de paix. Cela également doit être acté par vous, communauté internationale. Le gouvernement du Mali est payé de hâter le pas pour la paix. Nous le faisons. Mais quand en face de telles velléités se font jour, votre devoir, chers amis, c'est également à ce moment-là de dire halte. C'est contraire à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est contraire à toutes les décisions, depuis l'accord de Ouagadougou jusqu'au parler d'Alger, où nous avons convenu ensemble d'un cadre de négociation. Cela est inquiétant et j'ai le devoir de vous l'indiquer. Je sais que le processus de paix est et sera en but à toutes sortes de manœuvres pour le dévoyer, pour le faire capoter. Mais nous sommes optimistes. Et avec vous, avec les peuples que vous représentez, pour que nous allions à la paix. Le monde a besoin de paix, le Mali a besoin de paix. Cette paix est indispensable aujourd'hui pour l'ensemble de la communauté internationale, car on voit bien ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Les buts sont les mêmes, hégémoniques, de volonté d'installation d'un califat que l'on croyait de notre époque. Tout cela est en marche dans le Sahel. Il est bon qu'on en soit conscient. Dans le sud également aussi, avec Boko Haram, dont les mouvements doivent commencer à faire peur à chacun et à chacune. La bonne gouvernance est le credo du premier responsable du pays qui reste fidèle à son serment, la lutte contre la délinquance financière et la croissance économique.
Le chef de l'État a salué les avancées dues au processus de Bruxelles et formule l'espoir de voir très vite la mise en place d'un autre processus pour le financement des accords en négociation à Alger. Le président de la République a également reçu les vœux du personnel de la présidence. Une occasion pour le secrétaire général de dresser quant à lui un bilan élogieux de l'année écoulée, et cela malgré les difficultés conjoncturelles. Le succès dans la lutte contre Ebola, les avancées dans le processus de paix, l'amélioration de l'image du pays sont entre autres acquis à mettre à l'actif de leur chef, Aloussene Touré, pour son compte-rendu. L'année 2014 a été fortement marquée par la survenue de la fièvre à virus Ebola. Le Mali peut se targuer d'être l'un des rares pays à éradiquer la maladie. Toujours selon le leadership du chef de l'État, les négociations d'Alger ont connu des avancées remarquables. Auparavant, les assises du Nord, les états généraux sur la décentralisation et la lutte contre la corruption ont figuré en bonne place dans les préoccupations du chef de l'État qui avait décrété l'année 2014, année de lutte contre la corruption. Vous me permettrez de commencer par évoquer la qualité de votre leadership et les résultats remarquables que vous avez fait faire au pays dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Un sujet d'envergure nationale et transfrontalière qui reste d'une activité brûlante. En cette matière, la vigilance doit rester de règle tant que cette terrible épidémie n'aura pas été totalement éradiquée dans la sous-région, particulièrement à nos frontières. Ensuite, l'on se rappellera aisément que suite aux événements douloureux que notre pays a vécu et continue à vivre encore depuis 2 ans, vous aviez marqué votre ferme volonté de réinstaurer rapidement la paix et la réconciliation dans le pays, une des hautes priorités de votre mandat. Cette volonté s'est concrétisée, entre autres, premièrement par la pertinence des actions préparatoires que vous avez instruites dans les assises nationales sur le Nord, les états généraux sur la décentralisation et l'atelier sur le plan de développement accéléré des régions du nord du Mali. Des actions qui expriment votre détermination à engager l'ensemble de la nation de manière participative et inclusive autour des enjeux et défis de l'heure. Deuxièmement, par le choix stratégique d'Alger et du partenaire algérien. La première pour abriter les pourparlers intermaliens et l'autre pour conduire la médiation internationale. Troisièmement, par le phasage judicieux du processus et la fermeté de vos positions sur les éléments constitutifs de la ligne rouge que vous avez arrêtée. Et quatrièmement, enfin, par le doigté dans l'orientation des négociations et par votre perspicacité dans la conduite résolue vers une solution juste et équitable des pourparlers. Au nom de ses collègues, Emmanuel Sagara a, dans un discours émouvant, donné au revoir à ses anciens collègues. Au nombre de 5, ils font valoir leur droit à la retraite. Une retraite bien méritée, dira le chef de l'État, qui a incité ceux en activité à servir la nation sans état d'âme. Et ce sera sans état d'âme qu'il sévira en cas de manquement à la rigueur, à la loyauté et au sacerdoce envers cette nation. Cette institution, clé de voûte de toutes les autres, n'est pas n'importe quelle institution. Et ce n'est pas un lieu banal, commun. Pourquoi, lorsque l'on y sert, l'on doit avoir une conscience aiguë et très responsable de l'honneur qui est fait à celui qui en a l'avantage et en être digne à chaque instant de sa vie. Pourquoi certaines pratiques, certaines habitudes que nous avons observées, que nous avons eu le loisir d'observer tout au long de plus qu'une année, seront désormais bannies de la présidence de la République. Ici, l'on sert la nation malienne sans état d'âme, avec une parfaite loyauté. Aucune espèce d'agenda parallèle. Aucune espèce d'agenda parallèle. Et aucun travail souterrain qui minerait l'institution ne sera toléré. Beaucoup de laxisme constaté, beaucoup de liberté par rapport à l'indispensable loyauté vis-à-vis de l'institution présidente de la République
qui ne sauront plus l'être. D'aucune façon. D'aucune façon. Qui que ce soit, nous avons souci désormais ici de rigueur au service de la patrie, de loyauté au service de la patrie. Je n'ai pas fait de chasse aux sorcières en arrivant ici, je n'ai pas demandé des cartes de ceci ou cela. Je me suis dit, j'ai affaire à des fils et des filles du Mali, quel que soit leur mode de pensée, quelle que soit leur obéissance. En retour, j'aurais souhaité avoir les mêmes sentiments, les mêmes raisons qui feraient que le commerce puisse continuer. Chaque fois qu'il sera avec, ce n'est pas le cas, je vous prie de nous séparer de cette collaboration sur le champ. Sur le champ. La traversée du désert n'est pas encore finie, dira le président de la République qui estime que le peuple est impatient et a raison. Restons avec le président de la République qui a ouvert cet après-midi la 11e édition de la foire Exposition internationale de Bamako. Et je rappelle que l'événement pour invité d'honneur cette année, le Royaume du Maroc. Reportage signé Ibrahima Traoré. Ce coup de ciseau du président de la République ouvre les portes de la 11e édition de la foire Exposition internationale de Bamako, un événement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. La FEBAC 2015 se tient jusqu'au 25 janvier avec possibilité de prolongement. Pour cette édition, les organisateurs ont investi de gros moyens techniques et financiers pour professionnaliser davantage la foire. Dès lors que le gouvernement a mis au centre de sa politique les entreprises, plus globalement le secteur privé, il nous revenait pour faire face à la concurrence nécessaire pour nous améliorer d'être à hauteur de l'événement. C'est pourquoi cette foire, contrairement à ses habitudes, a pris la dimension d'être à hauteur du challenge mondial. On ne peut pas de grand venir d'un peuple grand, d'une histoire grandiose et faire des choses à petit feu. Cette FEBAC regroupe près de 500 exposants venus de tous les continents. Le Maroc est l'invité d'honneur de la foire. Le royaume chérifien présent avec une forte délégation d'opérateurs économiques entend exposer et partager au maximum son expérience avec le Mali. Nous inscrivons pleinement dans les orientations exprimées par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à l'occasion de l'investiture de votre Excellence. Je cite Sa Majesté: le Maroc, attaché à la coopération sud-sud, ne ménagera aucun effort pour accompagner le Mali, pays frère et voisin, dans les secteurs socio-économiques que votre pays estimera prioritaires. La FEBAC est un véritable espace dédié à la promotion des entreprises et de leurs produits. Outre les bonnes affaires, les spécialistes et les acteurs de l'économie ouvriront les débats en marge de la frénésie des stands. Et cela dans le cadre des réflexions portant sur la relance économique du Mali. Excellence, Monsieur le Président de la République, grâce aux efforts déployés par le gouvernement, suivant cela vos directives, et grâce aussi à la promptitude des acteurs du secteur privé, notre pays a enregistré des progrès notables dans le domaine de l'amélioration du cadre des affaires. Cette détermination a notamment permis au Mali d'améliorer sensiblement son palmarès dans le classement Doing Business de la Banque mondiale en se classant premier de la zone UEMOA. Ce que nous vaut aujourd'hui cette présence massive et de qualité des opérateurs économiques venant de tous les continents. Un tour dans les stands a permis au chef de l'État d'apprécier d'abord le cadre réalisé dans les règles de l'art avec les normes internationales. En rendant visite aux différents exposants, le président Ibeka a pu découvrir et saluer le savoir-faire des uns et des autres. La foire est ouverte au public jour et nuit. Nous rappelons que l'ORTM est au cœur de cette 11e FEBAC et tous les soirs, à compter de demain, un journal de la foire vous sera proposé sous la coordination de Ibrahima Djambélé.
Les passations de services au niveau des départements ministériels se poursuivent. Abdoulaye Idrissa Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, et Ousmane Sy, ministre sortant de la décentralisation et de la ville, ont procédé à la passation de pouvoir. C'était en présence des membres du cabinet et des cadres des services rattachés. Passation de services également au ministère du Travail, de la fonction publique, de la réforme de l'État et des relations avec les institutions. Bokar Moussa Diarra et Diarra Rakitala se sont félicités avant de s'engager pour consolider les acquis et donner une nouvelle impulsion à l'action gouvernementale. Cérémonie de passation aussi entre les ministres Abdoulaye Idrissa Maïga et Mohamed Aguerlaf, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La passation a porté sur les services relevant des secteurs de l'environnement et de l'assainissement, les dossiers en instance et les perspectives. Enfin, les ministres Mamadou Frankali Keïta, chargé de l'énergie et de l'eau, et Abdoulaye Idrissa Maïga se sont soumis à l'exercice de passation de services, notamment dans le secteur de l'eau, un secteur qui comprend un service central, un service rattaché et des organismes personnalisés. L'autre titre phare de ce journal, en France, cette bonne nouvelle pour Lassana Bathily, notre compatriote de l'hypermarché Cacher de Vincennes, qui a aidé des clients, on se le rappelle, la semaine dernière, à se dissimuler dans la chambre froide pendant la prise d'otage, sera naturalisé français mardi prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre français de l'Intérieur. Le commentaire de Sidiki Dambélé. Il est incontestablement les héros de la prise d'otage de l'hypermarché Cacher. Notre compatriote Lassana Bathily, rappelez-vous, avait aidé des clients à se dissimuler dans la chambre froide pendant la prise d'otage tout en débranchant le système de réfrigération. Il a également aidé les policiers à préparer leur assaut en leur fournissant des descriptions détaillées du magasin dans lequel Amédi Koulibaly, un islamiste radical, agissant en coordination avec les frères Kouachi, avait fait irruption et ouvert le feu sur les employés et clients à la Kalachnikov. 4 juifs ont été tués par les djihadistes. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées avec moi. J'ai éteint la lumière. Je nous ai demandé de monter tous en bas, tous là-haut. Sinon, s'ils descendent bas, s'ils trouvent n'importe qui, ils vont les tuer. Les gens qui sont avec moi, avec un bébé de 2 mois, comme ça, 2 ans plutôt, j'ai fermé la porte. J'ai dit, vous restez calme là, moi je vais sortir. Je suis sorti en courant. J'ai vu les policiers qui me disent, par terre, mettre sur la tête. Aujourd'hui, l'action, le courage, la bravoure de Lassana Bathily sont récompensés par la France, car il sera naturalisé français mardi prochain. En France, depuis 2006, Lassana Bathily, 24 ans, avait déjà déposé en juillet 2014 une demande de naturalisation. Déjà lundi dernier, il avait reçu les félicitations du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, au cours d'une audience à Paris. Auparavant, François Hollande l'avait appelé dimanche pour le féliciter. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lui avait aussi rendu hommage dimanche soir lors d'une cérémonie à la synagogue de la Victoire à Paris. Soulignons enfin que sur Internet, une pétition demandant à la France de lui accorder la citoyenneté et la Légion d'honneur a déjà recueilli plus de 295 000 signatures. Mesdames et messieurs, c'est vraiment ce qu'on appelle le bon coup du destin. Signature du protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain par le Mali. La République du Mali a signé le protocole. C'était mercredi, hier donc, 14 janvier à Addis Abeba, en Éthiopie. Le document a été signé au nom du gouvernement par l'ambassadeur de la République du Mali à Addis Abeba, Boubacar Gouroudial. Il est à noter que ce protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain qui remplacera l'actuel entrera en vigueur 30 jours seulement après la ratification par la majorité simple des États membres. Il est à souligner aussi que le Mali est le premier pays à signer le dit protocole et l'un de ceux qui ont le plus signé de traités de l'organisation, ce qui a valu à notre pays d'être félicité par la Commission de l'Union africaine. Information qui nous a été rapportée depuis Addis
Abeba par Alassane Djambélé. Ici à Bamako, le président du Haut Conseil des collectivités a reçu ce matin en audience le syndicat national de l'éducation et de la culture, conduite par son secrétaire général Maouloud Benkatra. La délégation est venue s'entretenir avec le président sur la situation difficile des enseignants des collectivités. Compte rendu, Ibrahima Tchokari. La situation des enseignants des collectivités reste une préoccupation pour le syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC. Nous avons sollicité le président du Haut Conseil des collectivités territoriales de notre pays pour échanger avec lui autour d'un certain nombre de préoccupations, des préoccupations relatives aux enseignants, fonctionnaires des collectivités territoriales. À l'analyse de cette gestion des fonctionnaires des collectivités territoriales au niveau local, au niveau régional et au niveau national, il ressort qu'il y a un certain nombre de problèmes. Entre autres problèmes, le problème d'abord de l'intégration de ces enseignants dans la fonction publique des collectivités. Entre autres problèmes, il y a surtout le problème d'avancement de ces enseignants. Il y a le problème également surtout de la hiérarchisation de ces enseignants. Et il y a le problème récurrent du retard des salaires. En venant rencontrer le président du Haut Conseil des collectivités, la délégation du SNEC espère avoir frappé à la bonne porte. Le président du Haut Conseil des collectivités a trouvé juste notre dynamique. Il a apprécié notre approche. En trouvant une solution à ces gros détaillements, le SNEC et la représentation nationale des collectivités vont contribuer au sauvetage de l'école. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est le coût du financement du projet sur la chimio-prévention du paludisme saisonnier chez les enfants. Le projet couvre 25 districts sanitaires dans 5 régions du Mali. Les activités du projet ont été lancées ce matin par l'ONG Catholic Relief Service ici à Bamako. Moussa Fane, compte rendu. Le paludisme constitue la première cause de consultation dans les structures de santé au Mali. Il est la première cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. C'est pourquoi un nouveau projet intitulé « Atteindre l'expansion de la chimio-prévention du paludisme saisonnier dans le Sahel » vient d'être lancé. Le projet doit toucher plus d'1 million d'enfants. Nous allons évoluer dans 25 districts à travers tout le pays. Et nous allons atteindre à la fin à peu près 1 800 000 enfants. Nous allons essayer de prévenir avec cette distribution de sulfadoxine pyrimétamine plus l'amodiaquine. Nous allons donner aux enfants de 3,59 mois, ce qui va contribuer fortement à réduire la morbidité et la mortalité chez ces enfants-là. Financé à plus de 5 milliards de francs CFA, le projet sur la chimio-prévention du paludisme saisonnier chez les enfants devra permettre de réduire des cas simples et des cas sévères de paludisme au Mali. Le projet s'articule autour de 5 objectifs clés. L'augmentation de la production mondiale des médicaments de la chimio-prévention du paludisme saisonnier, acceptable et de qualité, l'approvisionnement efficace en médicaments, l'administration des traitements, la réduction des coûts d'administration des traitements et la mobilisation des ressources supplémentaires pour la chimio-prévention du paludisme. La prévention du paludisme chez les enfants à travers l'administration de doses de sulfadoxine pyrimétamine associée à l'amodiaquine s'est avérée très efficace dans les zones à forte variation de la transmission du paludisme. Le projet sur la chimio-prévention du paludisme saisonnier chez les enfants qui dure 3 ans couvre des par 14 districts sanitaires du pays. Il est exécuté par Catholic Relief Service Mali. Les acquis du programme des partenaires municipaux pour le développement économique, PMDE, le sujet est au centre de la réunion statutaire des bénéficiaires du programme. L'extension du programme à de nouvelles communes et les préparatifs d'un forum international sur le développement économique sont les activités envisagées pour les années à venir. Agali Aguissa, compte rendu.
Le développement local est au centre des préoccupations des autorités maliennes et des partenaires techniques et financiers. C'est d'ailleurs ce qui justifie la mise en place en 2010 du programme de partenaires municipaux pour le développement économique PMDE. Les activités réalisées dans ce programme initié par l'Association des municipalités du Mali en collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités sont au centre des travaux de cette rencontre. Il y a eu beaucoup d'activités de planification qui ont été réalisées sur le terrain et beaucoup d'études de faisabilité pour identifier là où il y a le goulot d'étranglement par rapport à la question de développement économique local. Il y a eu beaucoup de formations qui ont été données aux acteurs économiques, que ce soit dans le domaine de la production agricole, dans le domaine de la transformation agroalimentaire, dans le domaine du commerce. Les acteurs au développement des collectivités planchent également sur les perspectives du programme qui doit prendre fin cette année. Nous avons beaucoup travaillé vers le sud du Mali, dans la 3e région. Aujourd'hui, les perspectives veulent réellement de commencer dans les autres régions, partout où on peut réellement faire la relance économique sur le territoire national. Nous nous préparons à organiser un grand forum, qui est le forum développement économique local, qui visera à capitaliser et à partager toutes les expériences acquises dans le cadre des activités menées par le PMDE. Les représentants de communes concernées par la première phase du programme, ceux des institutions et des départements impliqués dans le développement local et les partenaires techniques ont pris part aux travaux. Le budget prévisionnel de l'année 2015 de l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments est de plus de 874 millions de nos francs. Un budget qui est soumis à l'adoption du conseil d'administration de la structure. Le point avec Khadija Toukone. L'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments, ANSA, au cours de sa 17e session, a adopté le rapport d'activité et l'état d'exécution financière du budget 2014, ainsi que le plan opérationnel de la structure pour l'année 2015, avec un budget prévisionnel de 874 593 000 francs CFA. Au titre de l'année écoulée, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments a vu réduire le volume des activités à cause de la restriction budgétaire. La plus grande difficulté que nous avons, c'est le fait de faire le lien entre l'évaluation des risques et la gestion des risques. Une recommandation de l'UMOA, la recommandation 07-2007 de l'UMOA, recommande aujourd'hui aux États que les structures en charge de l'évaluation des risques puissent également aussi gérer les risques. Quand nous voyons sur les étals un produit qui n'est pas autorisé, en principe, il faut le retirer pour protéger les consommateurs. Cependant, certains résultats méritent de retenir notre attention. En 2014, l'ANSA a entretenu un partenariat fructueux avec les institutions internationales que sont la FAO, l'OMS, l'OMC et l'UA-BIRA. Une convention d'appui au système national de la sécurité sanitaire des aliments a été signée avec l'UMOA pour un montant total de 100 millions de francs CFA. L'année 2014 a aussi été marquée par une première expérience de réalisation d'une étude initiée par une autre structure nationale de recherche. C'est en guise de reconnaissance à ces actions que la communauté internationale a élu notre pays au poste de vice-président du programme mix FAO-OMS pour l'élaboration des normes alimentaires, des directives, des recommandations et du code d'usage de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments. Programme communément appelé Commission du Codex Alimentarius pour un mandat de 3 ans. Autre conseil d'administration, les acteurs du médicament ont tenu leur toute première réunion échangée avec les membres du comité pilotage national sur le contenu du projet. C'est le but de cette réunion organisée par la direction de la pharmacie et du médicament. Aïssata Saliou Meiga. Partout à Bamako, on voit des vendeurs ambulants ou des pharmacies par terre. Ces phénomènes de vente illicite de médicaments de contrefaçon pendent
de l'ampleur. Ces médicaments falsifiés représentent pourtant un risque majeur pour la santé publique. C'est compte tenu de cette réalité que le comité de pilotage national a tenu sa première réunion sur la question. Au cours de la rencontre, les acteurs échangeront sur le contenu du projet TRACMED, son fonctionnement et son organisation afin de déclencher son démarrage. C'est pour juguler ces facteurs que Pharmacie Aide Humanitaire, en collaboration avec la Conférence internationale des pharmaciens francophones et les 4 pays bénéficiaires, dont le Mali, ont initié ce projet dénommé Projet TRACMED. Le projet TRACMED a pour but de faire disparaître le médicament falsifié dans le circuit légal de distribution. Les acteurs du médicament pharmaceutique fondent beaucoup d'espoir sur leurs partenaires, mais surtout sur les ondes de médias pour informer et sensibiliser la population sur les dangers des médicaments falsifiés. C'est un mot d'espoir et d'engagement, d'encouragement de tous nos partenaires, surtout de la presse, qui doit faire le relais de toute cette information pour mieux sensibiliser la population sur le danger des médicaments et le commerce illicite, la lutte contre la vente illicite, des médicaments falsifiés et contrefaits. Et ensemble, nous pensons que nous allons gagner. Il y va de la santé de nos populations, de l'intérêt général du Mali entier. Ce projet, qui va démarrer très prochainement, a une durée de 24 mois. Il couvre 4 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. La cellule technique d'appui aux communautés a tenu un conseil d'administration extraordinaire. Ce conseil avait pour but de faire le point des difficultés enregistrées au cours de l'année par la cellule et les nouvelles dispositions prises pour redémarrer les activités annuelles. Mariam Sagara était présidente. Cette session extraordinaire repose sur l'analyse de l'ensemble des activités menées ou interrompues en cours d'exécution en 2014. La cellule technique d'appui aux communautés se bat pour dynamiser ses missions dans les communes. La cellule technique d'appui aux communes du district est un véritable instrument à la disposition des collectivités du Mali pour la réalisation des travaux d'ingénierie et d'appui conseil. D'importants projets au niveau du district ont été soit étudiés par la cellule, soit réalisés avec succès avec son implication. Au titre de ceci, on peut citer l'adressage de plus de 20 villes, construction des salles de classe, balayage des rues et curage, réalisation des réseaux d'adduction d'eau à Bamako et ailleurs, aménagement d'espaces verts et routiers, construction des CESCOM, participation à la construction des halles de Bamako, du parc d'attractions de la CI 2000. Les difficultés que nous avons, c'est souvent de peine de non-paiement de certaines prestations par des partenaires, compte tenu des difficultés socio-économiques que notre pays a eu à traverser. Disons que l'impact de cet insuffisme dans le cadre de paiement, de non-paiement de taxes et impôts nous a influencé. Donc les collectivités souvent ne parviennent pas à avoir des recettes pour nous payer à temps. Ça nous pose des problèmes. Le budget en produit, nous voyons 187 750 600 francs CFA et en charge, nous avons une prévision de 172 516 642 francs, donc ce qui fait un résultat de à peu près 15 233 958 francs CFA en résultat net. Donc vous voyez que ce budget est équilibré à 187 750 600 francs CFA pour l'année 2015. La CETAC est une structure imposante dans l'assainissement, l'urbanisation et les travaux de voirie de nos villes. Seulement, les difficultés énormes de recouvrement des taxes handicapent la bonne volonté des responsables de ce service. Voir les perspectives de collaboration entre les différentes structures déconcentrées du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et de l'Action citoyenne à Ségou, c'est l'objectif de la visite que le ministre Mahaman Babi vient d'effectuer dans la capitale des Balanza, Kandesila, depuis Ségou. Montée des couleurs à la direction régionale de la jeunesse et échange avec le personnel, il s'agit à travers cette visite du ministre de l'Emploi, de la jeunesse et de la construction citoyenne de voir sur le terrain les perspectives de collaboration entre ces différentes structures déconcentrées, notamment le Fonds d'appui à la formation professionnelle, les agences nationales pour l'emploi et pour l'emploi des jeunes et la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Dans les structures visitées, le ministre a surtout insisté sur la mutualisation des efforts,
l'équité genre. Aussi, une part importante doit être accordée aux groupes vulnérables en matière d'emploi et de formation. Le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a des structures qui sont nantis, d'autres qui le sont moins. Et donc, on est en train de voir comment on peut mettre ces ressources ensemble pour avoir plus d'impact et atteindre les résultats que nous a fixé le président de la République. Un autre point évoqué par le ministre est relatif au projet présidentiel qui accorde une place importante à l'emploi des jeunes. Un projet qu'il faut consolider. Le président de la République a fixé 200 000 comme objectif à réaliser en 5 ans. Je vous informe qu'en 2014, nous avons fait 32 000. Il y a 32 000 emplois qui ont été créés. Nous avons encore 3 ans pour atteindre les 200 000. Donc vraiment, nous sommes sur la bonne voie. Tout en prenant bonne note de quelques problèmes relatifs au manque de personnel et de ressources, le ministre a surtout incité sur l'utilisation judicieuse et rationnelle de ces ressources. Lancement à Bankas, en 5e région, des activités du projet élevage pour la croissance économique au Mali, L4G, financé par l'USAID pour une durée de 5 ans. Le programme envisage, en collaboration avec les différents acteurs directs et indirects, d'augmenter la croissance économique à travers le renforcement des capacités dans la chaîne de valeur élevage. Aminata Touré depuis Mopti. Le programme élevage pour la croissance économique au Mali, qui vient d'être lancé, couvrira les cercles de Koro et Bankas grâce à son approche inclusive. Il contribuera à l'amélioration durable de la productivité et la compétitivité du secteur de l'élevage, à l'accroissement des revenus et de la sécurité alimentaire des populations. Grâce à l'appui du gouvernement américain à travers l'USAID, d'ici le projet, 33 000 ménages vulnérables adopteront des pratiques améliorées en matière d'élevage. Les potentialités et opportunités de la filière sont énormes et demeurent sous-exploitées à cause de certaines difficultés. Le L4G ne peut pas, il ne va pas tomber dans l'erreur de laisser les femmes et les jeunes filles dans l'oubli par rapport à nos actions sur le terrain. Ce programme sur lequel vous fondez beaucoup d'espoir contribuera à n'en point douter à la mutation positive de nos pratiques d'élevage par l'intensification des systèmes d'élevage adaptés au contexte du Sénou, dans son lien avec la zone du delta intérieur du Niger et à lutter contre la pauvreté rurale. La cérémonie a pris fin par une visite de terrain à Kani Komolé. C'est parti dans la région de Caille pour les activités du programme GEDEFOR 2, gestion décentralisée des forêts, financé par la Suède et le gouvernement malien à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA. Ce programme s'étalera sur 3 ans et interviendra dans 27 communes, dont 10 dans les cercles de Kita et Bafoulabé, toujours dans la région de Caille. Mahamadi Alioubari. Rencontre marque le lancement des activités de la deuxième phase du programme GEDEFOR 2 dans la région de Caille. Ce deuxième programme s'inscrit dans le cadre de la bonne gestion des ressources forestières, tout en contribuant à la résilience et l'amélioration de la sécurité alimentaire durable. GEDEFOR 2, c'est la continuité des activités de GEDEFOR 1. Donc GEDEFOR 2 s'inscrit dans le cadre de la capitalisation, consolidation des activités de la première phase et ensuite l'appui aux activités génératrices de revenus et aux activités de transfert de compétences. Donc l'appui aux collectivités en matière de transfert de compétences. Financé par le Royaume de la Suède et le gouvernement malien à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA, ce programme GEDEFOR 2 interviendra dans 27 communes, dont 10 dans les cercles de Kita et Bafoulabé en région de Caille. Je voudrais vous engager à faire en sorte qu'il y ait plus de synergie entre le programme de GEDEFOR 2 et vos expériences acquises, gage de l'amélioration de l'efficacité des différentes interventions. Ce programme GEDEFOR 2 a été apprécié par les autorités administratives et politiques et des communes bénéficiaires. Il durera 3 ans. C'est désormais Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed Dinasser qui est le chef général des Kel Antassar de la région de Tombouctou. Il succède ainsi au défunt Mohamed Al-Mehdi Ag Ataher, décision prise par toutes les grandes familles de la communauté des Kel Antassar qui adressent par ailleurs leurs remerciements aux plus hautes autorités pour le soutien apporté lors du décès
décès du chef. Concilier les exigences de paix et de réconciliation nationale avec le besoin de justice des victimes, l'exercice est loin d'être aisé ou banal. C'est pourtant le pari qu'a tenté Maître Brahima Koné dans un ouvrage intitulé « Combattre l'impunité ». Édité par les éditions Djamana, le livre comprend 70 pages. Son lancement officiel a eu lieu aujourd'hui à la Maison de la Presse devant de nombreux spécialistes du droit et partisans des droits de l'homme, dont Sori Ibrahima Keïta. Attendu le 10 décembre, c'est le 15 janvier qu'il arrive. Bienvenue à Combattre l'impunité, la trouvaille de Maître Brahima Koné. Un petit livre en volume, mais énorme en qualité. Ce livre, il n'est pas volumineux, mais c'est fait à dessein, parce que c'est un message que je souhaite faire passer. Sur la base des témoignages qu'il a recueillis sur les nombreux crimes de viol et de tueries commis aussi bien au nord qu'au sud, lors des récents événements, il adresse un message fort aux acteurs, décideurs et citoyens quant à la nécessité d'un alliage intelligent du besoin de justice des victimes et des exigences de paix et de réconciliation nationale. Je ne peux pas comprendre que le Mali, qui faisait notre fierté en tant que Maliens, qui était cité partout comme exemple de démocratie et d'état de droit, que le Mali tombe aussi bas et qu'au moment où nous cherchions à relever ce pays, nous avons senti venir un risque d'impunité. Pour la crème d'intellectuels et de défenseurs des droits de l'homme à la cérémonie, l'auteur sonne les tocsins pour tous, convenant avec lui qu'impunité et bonne gouvernance ne font pas bon ménage. Ce livre va nous servir, nous les femmes, parce que l'impunité, c'est à notre égard. Je suis heureux aujourd'hui de voir qu'il a non seulement perpétué ce travail, continué ce travail, mais avec une conviction jamais égalée. M. Maître Koné vient d'ouvrir pour nous un grand boulevard pour la réflexion et l'action dans la voie de la recherche des véritables solutions aux violations graves et répétées des droits de l'homme. Je ne peux pas refuser de témoigner pour le diamant noir. Bravo. Et le sujet est d'une actualité brûlante et extraordinaire. Au moment où on parle de réconciliation nationale après le déchirement du tissu social et politique malien, le thème de l'impunité, évidemment, est un thème majeur. Comme il est discret, comme il est très humble, il est vraiment modeste, donc je vais éviter de me froisser. La maison mythique de la presse et des droits de l'homme avait appelé pour édifier les lanternes sur l'œuvre. On en est sorti suffisamment éclairé sur l'auteur, dont les qualités se sont égrenées au rythme de l'inspiration des orateurs. Avaient-ils tous lu le chef-d'œuvre? Sori Ibrahima Keïta, c'est sûr, lui avait lu le livre. Coup d'envoi ce matin de la 8e édition du festival Daoulaba. Cette rencontre qui met l'accent sur la valorisation du coton rend hommage cette année au photographe malien Malik Sidibé. Au cours de cette rencontre, il est prévu des expositions de produits à base de coton, mais également des conférences débats. Amadou Sankaré a suivi cette cérémonie de lancement pour nous. Avec une production d'environ 445 000 tonnes de coton pour la campagne 2013-2014, le Mali figure parmi les premiers producteurs africains de l'or blanc. Et c'est pour valoriser cette potentialité que le festival Daoulaba organise depuis 8 ans une rencontre d'échange autour de ces produits. Ce festival essaye de sensibiliser, essaye d'inciter à une transformation locale plus importante et aussi à une consommation locale. Il faut que les autorités prennent conscience aussi des défis importants à relever et qu'on soit ensemble pour ce combat, car on peut le mener ensemble, on peut le réussir ensemble. Cette 8e édition du festival Daoulaba, qui dure jusqu'au 18 janvier, rend hommage aussi au photographe Malik Sidibé, qui a valorisé le coton malien à travers ses œuvres. Nous allons faire de l'année 2015
une année d'hommage à Malik, à travers la musique, à travers la mode, à travers différentes formes de création. Et c'est le plus bel hommage qu'on peut rendre à un homme de 83 ans qui a tant donné. Les acteurs de la filière coton ne doivent pas être seuls dans ce combat de promotion de l'or blanc, mais plutôt une affaire de tous. Nous avons un potentiel qui doit être vu, qui doit être su et qui doit être promu. Le nouveau département de la culture, de l'artisanat et du tourisme s'attelle d'ores et déjà à cette tâche. Et par l'ingéniosité constante des promoteurs comme Awa Maïté et son équipe, je pense que nous arriverons à transmettre le savoir-faire malien. Actualité oblige, tout au long de cette activité, on parlera également de la lutte contre la maladie à virus Ebola à travers chants et danses. Sport football, la Coupe d'Afrique des Nations, jour J-2, Malabo 2014, démarre donc samedi, suite de la présentation des poules. Ce soir, place au groupe C, composé du Ghana à la recherche de son passé, de l'Afrique du Sud qui revient au premier plan, du Sénégal qui a envie de briller et de l'Algérie, la meilleure équipe africaine du moment sur le papier. Décryptage de ces formations de ce groupe C avec Ousmane Dao. Le football algérien n'a pas fini avec certains démons comme la violence, mais il décolle sur le plan sportif, en témoigne sa prestation lors de la dernière Coupe du Monde et son parcours dans les éliminatoires malgré un changement d'entraîneur après le mondial. Les Fennecs sont l'équipe africaine en forme actuellement avec deux leaders techniques, Sofiane Fegouli et Yassine Brahimi. La seule incertitude concerne la capacité de ces jeunes talents à résister à la pression d'un peuple devenu trop exigeant et qui a l'attente d'une deuxième Coupe d'Afrique des Nations depuis 1990. Le Ghana est la formation la plus constante parmi les 16, car il a figuré dans le dernier carré des 4 dernières éditions sans aucun titre au bout. Après un mondial décevant, le nouveau sélectionneur, l'Israélien Avram Grant, a conservé quelques cadres. Le capitaine Asamoah Gyan, Agemon Badou, André Ayou, John Boyle, Jonathan Mensah et Moubarak Wakasso. Il a aussi insufflé de la jeunesse dans le groupe. Toutes choses qui font que les Black Stars peuvent toujours continuer à être redoutables avec leur expérience des grands rendez-vous. Le Sénégal, lui, se doit une revanche après ses deux dernières CAN 2008 et 2012 chaotiques avec une élimination dès le premier tour. Alain Giresse en poste depuis 2013 dispose d'un groupe talentueux dont la plupart évoluent dans les meilleurs championnats en Europe. Cependant, l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations montre qu'il ne s'agit pas d'avoir un effectif, mais une équipe pour la gagner. Les Lions de la Teranga seront très attendus après leur parcours dans les éliminatoires. L'Afrique du Sud s'est qualifiée sur le terrain pour une Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 2008. Elle connaît un retour au premier plan avec sa belle campagne éliminatoire, aucune défaite. Les Bafana se sont fixés comme objectif les prochaines CAN, selon leur sélectionneur Ephraim Machaba. Raison de plus pour se méfier d'eux, surtout qu'il n'a pas sélectionné Serero, son meilleur joueur et chouchou du public sud-africain. Le groupe C est très attractif avec l'Algérie, meilleure équipe d'Afrique depuis plusieurs mois. Le Ghana qui continue de piocher, l'Afrique du Sud avec sa jeune équipe capable de tout. Enfin, le Sénégal bien placé au regard de son effectif sans doute le plus homogène, mais ce n'est pas la première fois. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, Khadija Toukone. Les éditions du soir, ça sera une présentation de Aïssata Ibrahim Meiga. Reste à moi de vous souhaiter une excellente nuit. Au revoir.